on va entamer la deuxième table ronde de la journée, qui s'appelle Freins et perspectives des acteurs de l'inclusion ethno-raciale dans notre industrie. On va mettre en lumière notamment donc, du coup, les défis auxquels les professionnels sont confrontés sur le marché français. Nous ne savons que trop bien, nous, auteuristes et réalisatrices racisés et non pas issus de la diversité, à quel point nos débuts de parcours peuvent être semés d'embûches, ou voire d'embuscades. Avant de vous présenter la table ronde, je vais accueillir à la barre Quentin Delot de la Tournerie et Sabine Pacora du collectif 50-50. Ah, il y a quelqu'un qui parle. Ils vont vous présenter une introduction des résultats d'une enquête. Ah, il y a encore beaucoup de... Ok. C'est les joies du direct. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, mais en tout cas, Sabine et Quentin vont vous présenter une étude des résultats d'enquête sur le ressenti de la discrimination au cinéma. J'aurais pu en faire une tonne de plus. Ok. Donc tu me disais, Yannick. Comment ? Ah. Bonjour. Je suis ravie de prendre la parole pour introduire une nouvelle étude autour de la diversité au sein du collectif 50-50. En préambule, j'aimerais parler du mot diversité, qui est un mot qui peut être un peu problématique pour les catégories qui sont désignées par cette terminologie. La diversité est un mot valise dont on a du mal à donner une définition claire. Et curieusement, on a l'impression que tout le monde a conscience d'un ressenti de ce que peut être la diversité. Peut-être aussi par le fait qu'un grand nombre de personnes peut y être confronté au cours de sa vie. Il renvoie à des catégories qui sont invisibilisées, non représentées au niveau des médias, de l'audiovisuel et du cinéma, et plus généralement dans le monde du travail. C'est un terme polysémique qui renvoie également à des notions relatives aux inégalités et à l'exclusion, comme les discriminations, les stigmatisations, les stéréotypes, le plafond de verre, la parité et l'égalité étant des objectifs à atteindre, et de façon générale au fait d'être discriminé. Dans un premier temps, il désigne les minorités ethno-raciales. Et depuis quelques années, la diversité a évolué par rapport à un contexte social et politique mouvant et renvoie au terme inclusion, dans lequel sont compris toutes les personnes faisant l'objet de discrimination. L'inclusion intègre toutes les catégories en situation de minorisation, les femmes, les minorités raciales, l'orientation sexuelle, la religion, les personnes transgenres, le handicap, l'âge, la grossophobie. La liste renvoie à 25 discriminations qui sont comptabilisées et vers lesquelles on peut vous renvoyer si vous êtes intéressé. L'inclusion, quant à elle, crée des conditions collectives qui permettent à chacun et chacune de faire valoir et reconnaître sa culture et son identité. Aujourd'hui, la catégorie diversité est beaucoup plus large et intègre des groupes hétérogènes dont certains se retrouvent relégués pour des raisons diverses. Sur le handicap, on avance très difficilement, tout comme sur celui des discriminations à l'apparence ou de la grossophobie. Il y a quand même 50% de la population française en surpoids ou obèse. Enfin, surpoids, c'est 5 kilos en trop. Une infime partie de des personnes concernées par ces discriminations ont l'opportunité de travailler dans le monde du cinéma, que ce soit dans les équipes de production, techniques, artistiques ou devant la caméra. Au sein du groupe de travail diversité, nous voulons développer des outils pertinents pour faire en sorte que nos industries soient vraiment plus inclusives. On voudrait agir sur les discriminations sans stigmatiser les personnes qui y sont exposées,
lutter contre l'entre-soi, favoriser la diversité des regards. Pour ce faire, il est impératif de faire des études chiffrées pour évaluer la diversité et avancer. C'est un chantier qui intéresse particulièrement le collectif et nous avons besoin de soutien financier et de soutien de toutes sortes face aux difficultés et à l'ampleur de l'enjeu. À notre niveau, au sein du collectif, nous avons mené une étude auprès de nos adhérents. Cette étude sur l'inclusion dans notre industrie, impulsée par le groupe de travail diversité et présentée par Quentin, s'est faite à partir d'un ratio qui ne représente pas la population française dans son ensemble, mais qui a l'avantage de mettre de la lumière en donnant des données chiffrées sur la diversité et l'inclusion chez nos adhérents. Cette étude sera suivie d'une table ronde sur la question. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Sabine pour cette intro. Alors, je vous demande de tenir encore 5 minutes parce qu'on va vous présenter des données chiffrées après la pause déj, toujours un peu compliqué. Il y a un retour, non c'est bon. Alors cette consultation, en termes d'intro, elle a été faite donc en octobre-novembre dernier. C'est un questionnaire qui a été envoyé aux milliers d'adhérentes et d'adhérents 2023 du collectif. On a reçu 102 réponses, soit 10% en gros du pool d'adhérentes et d'adhérents, ce qui est assez honorable. Et donc on a consolidé, anonymisé évidemment le tout. Première info en termes de cadrage. Sur la slide après, en gros, on a 80% de femmes, ça c'est donc on parle de la typologie des personnes qui ont répondu à l'enquête. Important de faire cette intro avant de vous montrer les chiffres. On a 80% de femmes cisgenres parmi les répondantes, ce qui est en fait très proche du ratio de femmes cis au sein des adhérentes et des adhérents du collectif 50-50. Donc, on peut considérer que l'échantillon est plutôt représentatif des adhérentes, au moins en termes de genre. Sur ces répondants, pour info, on a aussi 15% d'hommes cis, 3% de personnes non binaires, de personnes qui n'ont pas voulu préciser, et aucun ni aucune répondante transgenre pour cette consultation en particulier. En termes d'âge, pour info, on est grosso modo majoritairement entre 30 et 50 ans. Toujours sur la typologie des répondants, on a 3 personnes sur 5 qui ont répondu qui sont intermittentes. Et en termes d'expérience, on est en gros moitié-moitié entre les personnes qui ont plus et celles qui ont moins de 10 ans de carrière. Voilà, donc maintenant on entre dans le détail de l'analyse. La question était, diriez-vous aujourd'hui que la diversité existe dans votre environnement professionnel? Il y a plus des 2/3, 68% des interrogés qui répondent non. Si on entre dans le détail des réponses par genre, on voit que ce chiffre de 68%, il passe à 77%, plus les 3/4 chez les seules femmes cis, alors qu'il chute à 20% chez les hommes cis, qui considèrent donc à 80% que la diversité existe dans leur environnement de travail, qui est une diversité, et je rappelle, donc l'étude est menée sur un pool d'adhérents et d'adhérentes du collectif 50-50, et donc une différence assez flagrante d'appréciation par genre. Pour info, ce n'est pas sur le slide, mais il y a aussi, concernant l'âge, ce manque de diversité constaté, elle est décriée par 87% des personnes de plus de 50 ans. Donc il y a évidemment un grand sujet sur l'âge. Parmi les raisons qui sont évoquées à ce manque de diversité, parce qu'il fallait évidemment préciser derrière, en premier lieu, c'est le manque de personnes racisées dans l'environnement de travail qui arrive en premier. Il y a également le manque de personnes transgenres ou de personnes en situation de handicap. Et il y a également le fort entre-soi, qui est particulièrement cité. Ça, c'est dans le sens du non. À l'inverse, pour aller dans le sens du oui à la question posée, ce qui est majoritairement mentionné, c'est une légère évolution des mentalités. La question de la parité femmes-hommes, elle est évidemment pas mal mentionnée au sens de la diversité de genre, spécifiquement sur cette question de ressenti de la diversité. Donc la parité, elle est pas mal mentionnée, mais avec en fait, des avis particulièrement tranchés, moitié-moitié, entre le fait que cette parité progresse, dans le sens du oui, donc, mais qu'on est encore loin du compte, dans le sens du non. Question d'appréciation en fonction de la réponse. Voilà pour la première question principale. Si on passe au slide d'après, sur la question de la fréquence des discriminations subies. Sur le slide juste après, s'il te plaît, Louise. Je continue quand même. Sur la question de la fréquence des discriminations. Je veux bien qu'on passe au slide d'après. Ouais, merci beaucoup. La question de la fréquence des discriminations subies, ce que vous voyez en rouge là. Au cours de la carrière, il y a plus d'une personne sur 2 qui déclare en subir à minima 1 fois par mois. Le chiffre, il monte à près des 2/3 chez les femmes cis et les personnes non binaires, et il chute à 13% chez les hommes cis qui ont répondu à l'enquête. Vous avez les 24 et 25 critères de discrimination dont on parlait tout à l'heure. Les 6 qui arrivent en tête sont dans l'ordre le sexe et l'âge, très très majoritaire, et ensuite l'apparence physique, la grossesse, l'origine et le lieu de résidence. Sachez que si on exclut les hommes cisgenres de l'analyse, et c'est ce que vous voyez en bleu foncé, les 6 critères arrivent dans le même ordre, mais celui du sexe, il atteint 85%, et celui de l'âge, 64%.
Donc ça, c'est la question des critères de discrimination. Sur le slide suivant, on va observer on a posé des questions par rapport au comportement des personnes interrogées face à ces questions de discrimination. On voit plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a un quart des personnes qui ont répondu qui déclarent souvent, ou même tout le temps, devoir cacher, masquer, taire qui elles sont, ou alors des éléments constitutifs de leur personne, par crainte de discrimination. Sans surprise, ce ratio il est supérieur chez les femmes cis et les personnes non binaires, mais aussi, pour enfants en termes d'âge, chez les plus jeunes et les plus âgés, donc plutôt aux extrêmes. Par ailleurs, il y a 2/3 des interrogés qui déclarent ne pas connaître les recours possibles ou bien ne pas savoir où trouver les ressources en cas de situation de discrimination vécue ou constatée. Et à l'inverse, sur le tiers de personnes qui déclarent les connaître, ces personnes-là, elles citent de manière spontanée le défenseur des droits, les associations, les formations VSS, etc. Il y a beaucoup de critères qui sont cités. Et la dernière stat sur le dernier graphique, c'est que plus de la moitié des personnes qui ont répondu déclarent avoir comme pratique de se signaler plus ou moins officiellement sur le lieu de travail, soit en tant que personne ressource contre les discriminations, ou encore comme une personne souhaitant travailler dans un espace inclusif et non discriminant. Voilà donc pour la question du comportement. Ensuite, pour la question des actions qui sont mises en place, il y a un peu moins de la moitié des interrogés qui considèrent que des choses sont faites au sein de leur organisme pour prévenir et répondre aux signalements de violences discriminatoires. Et là-dessus, également, sont mentionnées en premier lieu les formations, mais aussi les affichages, les chartes, etc. Ça, c'est ce qui est fait. Quant aux pistes à suivre pour améliorer la situation, ce qui est cité volontairement et spontanément par les personnes qui répondent, c'est le rappel à la loi, les syndicats, les quotas, les actions collectives, etc. Voilà donc pour les chiffres principaux de cette modeste consultation menée par le collectif en cette fin d'année. Vous pouvez la retrouver, je crois, dès maintenant sur SparkUp. Je dis modeste parce qu'évidemment, et ça a été dit par Sabine, on veut viser plus haut, on veut viser évidemment plus large que nos seules adhérentes et adhérents. Comme le disait aussi Clémentine en introduction de cette journée, le sujet des données chiffrées autour de l'inclusion dans notre secteur, c'est quelque chose qui manque cruellement, parce qu'on peut très difficilement faire bouger ce qu'on ne peut pas mesurer. Pouvoir, par exemple, évaluer le niveau de représentation de la société dans les jurys de festivals ou encore dans les commissions de financement des œuvres sont des exemples parmi d'autres. On le fait déjà pour la parité, on le fait déjà pour ce qui se passe sur les écrans, mais évidemment, on souhaite en faire plus. Et c'est l'un des nombreux sujets que le collectif souhaite prendre à bras-le-corps. Je vous remercie et vous souhaite un très bon panel. Bon, oui, on m'entend. Merci beaucoup Quentin et Sabine pour cette introduction. On aurait été vraiment intéressé aussi de savoir s'il y avait des circonstances selon la diversité ethno-raciale précisément, qui du coup... ouais, exactement, la table ronde va s'occuper de ça. Alors je vais appeler du coup pour cette table ronde où il y a une chaise en trop, Anne-Gabrielle Doba-Pandanach, qui est directrice de la communication et RP chez Netflix France, que vous pouvez applaudir. Il y aura aussi Agnès Sahal, qui est directrice de la mission égalité et lutte contre les discriminations au ministère de la Culture. La star du jour, apparemment. Claire Diao aussi, qui est journaliste, distributrice et critique de cinéma, à l'initiative du programme Quartier Lointain et la société Sud Connexion. Et enfin, last but not least, Johanna Maccabi, qui est réalisatrice et productrice, administratrice 50-50 et autrice du court-métrage documentaire Méduse, cheveux afro et autres mythes. Bonjour à toutes. Alors, j'ai d'abord une question pour Agnès, en tant que directrice, voilà, ça commence fort, en tant que directrice de la mission égalité et lutte contre les discriminations au ministère de la Culture, je voulais savoir comment les instances de financement et de production peuvent soutenir concrètement, activement, la diversité ethno-raciale dont on parle aujourd'hui, de ces talents du cinéma. En fait, la vraie question derrière qui est cachée, c'est qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui pour que les auteurices et réalisatrices racisées qui sont non blanches aujourd'hui arrêtent de galérer et finissent par faire des films, en fait. La question est vaste. Oui. Je pense que nous sommes encore très mal outillés pour traiter réellement cette question, qui est une question fondamentale, qui est une question de démocratie, qui est une question de justice, et qui finalement renvoie à des valeurs très républicaines, d'égalité, de fraternité, de liberté, et également de mixité.
Et je pense, comme ça a été très bien dit jusqu'à présent, que le premier pas vers une meilleure prise en compte, on a des actions, reprenons la question, pour essayer d'y répondre quand même. Il y a des actions qui existent, mais elles sont encore parcellaires, partielles. Je pense en particulier au fonds qui a été mis en place il y a maintenant plusieurs années au CNC, en dialogue avec les structures qui s'occupent de la politique de la ville, qui s'appelle le Fonds Image de la diversité, dont vous avez sans doute entendu parler, et qui s'emploie à aider, à financer des projets portés par des personnes, par des équipes, ou qui ont comme sujet principal les questions justement liées à la politique de la ville. C'est un élément intéressant qui me semble pour autant partiel. Pourquoi ? Parce que justement, la question de la représentation de la société, dans toute sa diversité, dans ses différences, dans toutes ses composantes, n'est pas encore suffisamment prise en compte et nous n'avons pas, à l'échelle de l'État, mis en place de dispositifs suffisamment professionnels, suffisamment structurants. Et la première étape, me semble-t-il, pour cela, c'est ce qui a été très bien dit jusqu'à présent, c'est-à-dire prendre conscience en mesurant, en observant, en documentant, en quantifiant. Et à cet égard, beaucoup d'années ont été d'une certaine manière perdues parce que collectivement, nous nous sommes réfugiés derrière la phrase clé qui était « En France, il n'y a pas de statistiques ethniques ». Bien sûr, il n'y a pas de statistiques ethniques. Pour autant, on peut, et me semble-t-il, on doit pouvoir mesurer, quantifier, et d'autres que nous le font, et le font très bien. Le ministère de la Culture, moi-même, nous travaillons avec l'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques, qui publie à échéance assez régulière une grande enquête qui s'appelle « Trajectoire et origine », dont la 2e édition est parue il n'y a pas très longtemps. Et les chercheurs de l'INED, et en particulier l'un d'eux, avec lequel je travaille beaucoup maintenant, qui s'appelle Patrick Simon, ces chercheurs ont mis au point des méthodes complètement éprouvées sur le plan à la fois statistique et juridique, de façon à protéger absolument les données personnelles et à ne rien faire qui soit contraire à la réglementation et aux lois en vigueur. Et que nous disent ces enquêtes, qui reposent sur la base d'un questionnaire envoyé à un nombre très, très important de personnes, un panel représentatif de la société française? Ces enquêtes nous disent qu'un peu plus du tiers de notre société nationale, française, est composée de personnes issues de l'immigration, au premier, au deuxième ou au troisième degré. On prend la nationalité et le lieu de naissance de la personne interrogée, de ses parents et de ses grands-parents. Et à partir de cette quantification-là, il serait, à mon sens, très intéressant, et nous commençons à y travailler au ministère de la Culture, pas seulement dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, mais également dans tous les secteurs artistiques et culturels. Il serait drôlement intéressant de vérifier si ce pourcentage-là, le tiers de la société française issue de l'immigration, se retrouve ou pas dans les différents segments, dans les différents secteurs culturels et artistiques. On parle aujourd'hui et cet après-midi du cinéma et de l'audiovisuel, mais cette question se pose à l'identique dans les autres domaines, dans les arts visuels, dans le spectacle vivant, dans la musique. Virginie en a remarquablement parlé et chanté tout à l'heure, dans le secteur du patrimoine, dans le secteur des musées. Et ce qui est passionnant, c'est de commencer, et le ministère de la Culture prend sa part, à s'interroger à la fois sur la composition des équipes, et on pense réellement que les enjeux de représentation, notamment ethno-raciale, ne sont pas encore réellement présents. Donc s'interroger sur les équipes, mais également s'interroger sur l'impact de la composition des équipes sur les contenus produits et les contenus artistiques et culturels. Ça peut être un film, bien sûr, une série, un documentaire, un film d'animation, mais ça peut être également une exposition dans un musée. Ça peut être, en poussant un peu loin le bouchon, un manuel scolaire. On travaille avec les maisons d'édition scolaires pour voir comment prévenir, empêcher, déconstruire les stéréotypes dans les contenus qui sont divulgués à pratiquement 12 millions de jeunes, enfants et adolescents dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc c'est vous dire à quel point l'impact de l'action que nous essayons, c'est encore long et compliqué, mais on va y arriver, de mettre en place,
porte sur la totalité des secteurs culturels et artistiques. Mais encore une fois, le constat de départ, pour revenir à votre question, c'est qu'on n'y est pas encore. Et juste une petite précision, pour revenir au cinéma particulièrement, vous parliez du fonds Images de la diversité. Est-ce que c'est une décision qui est prise pour donner l'aide aux personnes? Est-ce que c'est en fonction de l'origine? Est-ce que c'est en fonction de la diversité ethno-raciale de la personne qui est l'autrice de cette œuvre? Ou est-ce que c'est parce que ça parle au sein de l'œuvre de quelque chose qui serait de l'ordre de la diversité ethno-raciale? En réalité, le critère pris en compte, c'est le lieu de résidence. On parle des quartiers, on parle de la politique de la ville. Oui. Donc, et on n'interroge pas, parce qu'à l'époque où le fonds a été mis en place, et encore aujourd'hui, ce n'est pas sur la base de l'origine ethno-raciale, ni des personnes composant l'équipe, ni des personnes représentées dans le produit, enfin dans la production culturelle à l'arrivée qui était prise en compte, mais c'était le critère de cette politique des quartiers dont on sait bien à quel point, sur le plan à la fois de l'origine ethno-raciale, sur le plan de la vulnérabilité économique, sur le plan de la difficulté à accéder notamment à l'offre culturelle et artistique, mais également à l'emploi, au droit au logement, au droit au crédit, à tous ces critères qui sont des critères dont on voit bien à quel point certains pans de la société française sont encore en situation défavorable, défavorisée. Et donc, le critère majeur pour le fonds Images de la diversité, c'est ce critère de politique des quartiers. Et donc, il y a vraisemblablement, et je crois que le CNC et les membres de la commission Images de la diversité s'y emploient, il y a vraisemblablement aujourd'hui, 10 ans ou 12 ans après la création de ce fonds, à réinterroger la manière dont ce fonds a vocation à aider un certain nombre de projets. Bien sûr. Alors, Johanna, toi, tu es autrice, réalisatrice et productrice. Tu es une femme racisée. C'est quoi les défis que tu as rencontrés dans ton parcours jusque-là, dans tes choix de récits à raconter, dans ta volonté de promouvoir cette diversité ethno-raciale derrière et devant la caméra? Alors, on m'entend. Parfait. Effectivement, c'est très intéressant de vous entendre parler et même d'entendre les chiffres parce que ça résonne complètement avec mon parcours. Moi, quand je suis arrivée et que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, j'ai fait une fac de cinéma. Donc, j'avais fait une option cinéma au lycée. Et en fait, je suis arrivée dans un angle mort. C'est-à-dire que je venais d'une cité, mais à Paris, et j'ai fait des études. Je reste une femme noire, donc c'est compliqué pour moi de trouver un producteur, de faire des films. Mais en fait, je ne rentrais pas dans les critères de tout ce qui existait pour la diversité. Donc, par exemple, je n'ai pas pu faire Talent-en-cours, je n'ai pas pu faire Jardou, je n'ai pas pu faire plein de choses. Et donc, c'est là que je me suis dit, ah mince, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je suis en concurrence directe avec des personnes qui ont du réseau ou qui n'ont pas forcément les mêmes difficultés que moi pour intégrer cette industrie. Donc, c'est là que la question de déjà reprendre des études s'est posée. Donc j'ai repris des études après un master, ce qui est aussi intéressant parce que je pense, si aujourd'hui on regarde un peu les réalisatrices noires qui émergent, on se rend compte que souvent elles ont fait beaucoup de choses avant de pouvoir faire leur premier film. Oui. Et qu'elles sont soit surdiplômées, soit elles ont une grande carrière de documentaire, mais elles reçoivent le César du premier long métrage, par exemple. Et du coup, j'ai aussi rejoint des collectifs comme 50-50, ce qui a été en fait vital pour moi, puisque c'est des collectifs qui luttent pour que des carrières comme les miennes existent. Moi, ça a été mon constat premier en arrivant dans l'industrie. Et au sein de tes premières expériences, que tu as eu des défis particuliers par rapport à cette question précisément de la diversité ethno-raciale, est-ce que tu peux... Oui, déjà le fait de ne pas forcément avoir les codes en arrivant, de ne pas forcément pouvoir rentrer... moi, j'ai fait beaucoup de programmes de la diversité. Je fais la Fondation Culture et Diversité, notamment, qui m'a beaucoup aidée. Mais j'ai quand même rencontré des difficultés parce que je n'avais pas de réseau. Parce que ensuite, on est confronté aussi à l'emploi précaire quand on vient d'une famille qui n'a pas forcément les codes, pas forcément les moyens pour nous soutenir. Faire du cinéma, c'est pas évident. Et donc, c'est aussi pour ça qu'en plus d'être dans le collectif, j'ai dû multiplier les casquettes. Et aujourd'hui, je suis autrice, je suis réalisatrice, je suis productrice. Mais c'est aussi pour des raisons économiques, en fait. Bien sûr. Alors Claire, toi en tant que journaliste, programmatrice, distributrice, beaucoup de casquettes aussi, comment tu perçois l'évolution de cette représentation ethno-raciale dans le cinéma français? Moi, je suis vraiment intéressé de savoir, est-ce qu'il y a des initiatives récentes dont tu pourrais nous parler qui, selon toi, ont contribué
à favorablement faire avancer cette question ethno-raciale, parce que c'est vraiment une question aussi, au-delà des représentations, de la représentativité. C'est vrai que je ne vais pas faire un bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas faire tout l'historique, mais c'est vrai que j'ai publié un livre en 2017 qui s'appelait Double vague, le nouveau souffle du cinéma français. On en parlait juste avant de venir sur scène, parce qu'en fait, c'était sur une 50aine de cinéastes français, issus d'une double culture, c'est-à-dire soit parents venus de l'étranger et eux nés en France, soit eux-mêmes nés à l'étranger puis venus avec leur famille en France, majoritairement issus des quartiers populaires français. Certains avaient fait des longues études, même l'agrégation, d'autres avaient arrêté en BEP, CAP. Tous sont arrivés au cinéma par la fenêtre, par le garage, par la cheminée. Et certains ont eu une reconnaissance incroyable, puisque on peut citer Alice Diop, qui représentait la France aux Oscars l'année dernière avec Saint-Omer. On peut penser à Jean-Pascal Zadi, qui avait autoproduit tous ses films et qui maintenant a sa série en place sur Netflix, César du meilleur espoir, si je ne me trompe pas, avec son film... tout simple noir, pardon, je m'embrouille. On avait Rachid Jaidani qui avait eu le prix de la critique avec Rangen au Festival de Cannes. On a Jean Carénard qui avait présenté son film à l'Acide, qui avait fait l'ouverture de la Semaine de la critique avec Faire l'amour. Enfin, voilà, il y avait même Franck Gastambide qui était de Melun et qui maintenant cumule les millions de vues avec sa série Maïmouna Touré, Maïmouna Touré avec Mignonne. Enfin, voilà, il y a toute une génération de cinéastes que j'ai pu suivre presque au stade du court-métrage et qui sont devenus, maintenant qui sont entrés dans l'industrie. Mais oui, dans les dispositifs, en fait, ce qui m'intéressait, c'était que déjà à l'époque, il y avait la conscience qu'on poussait les gens des quartiers populaires à aller vers l'associatif et non vers le commercial. Donc on allait encourager à aller chercher des subventions et pas à monter des sociétés de production et de distribution. Donc l'évolution, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont créé leur propre société de production et qui sont donc éligibles à des aides et des dispositifs du Centre national du cinéma et de l'image animée. Institution qui semble complètement floue pour ceux qui habitent dans les quartiers, parce que ce n'est pas forcément des fonctionnaires qui vont se déplacer dans les quartiers pour aller à la rencontre des créateurs, et très peu ont le courage d'aller prendre les transports en commun jusqu'à Paris, aller à l'accueil, demander à quel service il faut parler, etc. Alors qu'en fait, c'est une institution qui est très accessible. Quand on téléphone, c'est franchement une des rares institutions où on ne tombe pas sur un répondeur, il y a quelqu'un qui prend le temps d'expliquer comment ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est pas pour nous, en fait, tout simplement. Il y avait aussi le frein d'avoir une génération qui n'était pas forcément à l'aise à l'écrit, et on est quand même dans un système très administratif qui demande des dossiers, qui demande des scénarios. Et je sais qu'à l'époque, il y avait un vrai plaidoyer pour pouvoir aller pitcher avec des images, pour aller pouvoir proposer directement ce qui était fait, et notamment dans le cas du court-métrage qui a été très aidant, c'était l'aide après réalisation, qui permettait à un film qui n'avait pas été soutenu par le CNC, mais qui avait rencontré par exemple un succès en festival, d'avoir des aides a posteriori. Donc ce genre de dispositif fonctionne. Après, c'est vrai que dans les formations, tu avais cité Jindou dans le Lot, qui organise la ruche, donc toute une formation autour du scénario avec du mentorat, mais je peux citer aussi la résidence de la Fémis qui s'est soudainement ouverte à l'échelle de 9 mois à 4 cinéastes, donc c'est pas beaucoup, mais 4 cinéastes soutenus qui ont les moyens de pouvoir produire leurs films de fin d'année et qui bénéficient un peu de toute l'infrastructure et du réseau de la société. On peut parler aussi dans le cadre de carrière, on va dire, un peu inspirante de Lajli, par exemple, qui, du côté de Clichy-Montfermeil, a fait ses films avec son collectif Courtrage, mais a été l'un des derniers à faire son premier long-métrage fiction, finalement, au sein du collectif, qui a rencontré le succès qu'on connaît avec Les Misérables. Et ce succès lui a permis de financer son école de cinéma Courtrage, mais à Clichy-Montfermeil, mais aussi d'en ouvrir une à Marseille, d'en ouvrir dans les Caraïbes, d'en ouvrir une à Dakar, et donc de permettre l'ouverture de ce type de formation à des élèves ou des aspirants cinéastes qui n'ont pas forcément les diplômes qu'il faut ou qui n'ont pas forcément fait d'études, mais qui ont envie de faire du cinéma. Il y avait le dispositif dont on parle, Talent en cours, où on peut aller pitcher son court-métrage au Comedy Club
devant un parterre de professionnels, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même, ça a été cité tout à l'heure dans les statistiques, c'est un milieu de l'entre-soi, donc c'est très dur de trouver la porte d'entrée, d'avoir accès direct à des producteurs. Donc si vous envoyez vos scénarios, ça peut finir en bas de la pile. Et c'est, voilà, peut-être à force de rappeler, vous aurez une réponse, mais c'est vraiment, cette rencontre est difficile, et donc ça permet cette relation-là. Et est-ce que j'oublie d'autres dispositifs? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, là, on est en 2023, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions. Oui. Mais moi, l'évolution, je crois que je la vois au-delà des cinéastes, c'est que d'un coup, je me rends compte que, justement, dans les commissions, dans les comités de sélection, dans les jurys, il y a une évolution, il y a une prise de conscience. Et pour avoir siégé justement dans le comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs, je sais que se pose maintenant la question, est-ce qu'on a assez de femmes? Est-ce qu'on a bien fait attention à toutes les propositions envoyées par des cinéastes? Mais voilà, peut-être que c'est plus fort d'un point de vue parité homme-femme, plutôt que les origines des cinéastes. Merci, ça me donne espoir pour la suite. Il y a beaucoup de solutions en fait qui se construisent. J'ai l'impression que voilà, les gens s'organisent en tout cas pour trouver des solutions pour pouvoir s'exprimer dans leur talent. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question de l'imposture, de savoir si on va vraiment rencontrer ou pas les bonnes personnes, si ça va pouvoir avancer, etc. Mais, alors Anne-Gabrielle, je voulais te poser la question du coup, parce qu'on parle de représentativité. La représentation ethno-raciale à l'écran, aujourd'hui, elle est un peu prise en étau entre deux mouvements un peu réactionnaire finalement de cette influence pour le public, le grand public. Il y a une étude de l'ARCOM en 2020 qui soulignait qu'il n'y avait que 14% des personnes vues à la télévision en France qui étaient perçues comme non blanches. On a vu tout à l'heure dans le petit passage de la Bible 50-50 qu'il y avait 23% qui étaient perçus comme non blanches. Donc c'est pas encore ça, c'est pas encore totalement ça. On est encore loin du tiers donc, dont Agnès parlait. À l'inverse, il y a beaucoup de personnes qui sont assez réactionnaires face à Netflix, qui disent que justement il y aurait un peu trop de mélanine, un peu trop d'arc-en-ciel, quoi. Donc comment vous vous situez là-dedans? Comment vous intégrez la diversité ethno-raciale spécifiquement dans vos décisions de production et de distribution? Merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais répondre spécifiquement à cette question, mais je vais revenir peut-être plus en amont pour vous exprimer un petit peu notre démarche. Déjà, la première des choses, c'est que la mission de Netflix, c'est Entertain the World. Donc vraiment dans cette idée de divertir le monde. Et dans le monde, ça veut dire l'ensemble des personnes et l'ensemble des personnes qui nous font confiance en décidant de s'abonner à Netflix. Et on a une grande diversité et pluralité de personnes, que ce soit des familles, des jeunes adultes, des personnes plus matures. Et on est présent quand même dans 190 pays, 250 millions de membres, plus de 10 millions en France. Donc ça nous oblige dans l'idée de se dire qu'on va pouvoir divertir l'ensemble de ces personnes. Et la meilleure façon de divertir ces personnes, finalement, c'est de partir des attentes des abonnés. Et les abonnés, en fait, ont besoin de voir à l'écran des histoires qui les ressemblent. Cette démarche d'authenticité est essentielle. Et surtout, on s'est rendu compte que pendant des années, c'était un certain type d'histoire, et souvent les mêmes. Mais il y a tellement d'histoires à raconter. Et surtout qu'en plus, la stratégie de Netflix, c'est de partir de contenus locaux qui vont essaimer dans le monde entier. C'est-à-dire d'aller chercher vraiment le meilleur du contenu coréen, le meilleur du contenu italien, le meilleur de contenu sud-africain. Et donc, du coup, on travaille uniquement avec des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs locaux, avec ce mandat de se dire il faut que ça soit le plus authentique et que ça révèle au maximum la réalité. Alors, comment on fait ça? C'est en effet très compliqué, parce que l'idée n'est pas de tick the box, comme on dit, ou de tomber dans une approche tokeniste, où on va mettre tant de personnes. C'est absolument pas ça l'approche. L'approche, c'est déjà très en amont, et je me reconnais tout à fait dans ce que vous expliquez, c'est-à-dire comment on fait émerger à 15 ou 20 ans une génération de talents de demain. Donc, par exemple, en France, Netflix a été lancé en France en 2014, on fêtera l'an prochain nos 10 ans, ça fait plus de 4 ans et demi qu'on a vraiment une présence physique avec un bureau, et les centaines de collaborateurs vraiment chez Netflix en France sont là pour identifier les meilleurs partenaires. Donc on est partenaire, par exemple, du programme de la résidence avec la FEMIS depuis le début. On est partenaire du CEA, qui est vraiment cette école de scénaristes dans les dom-toms pour aller chercher des histoires, des scénarios différents. On a été partenaire de Courtrage de 1000 visages. Donc je ne vais pas tous les citer, mais c'est une approche vraiment de terrain extrêmement
vraiment intentionnelle et précise, parce qu'on est convaincu que si vous n'allez pas chercher des histoires différentes, et des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, avec un regard différent, vous aurez toujours les mêmes histoires à l'écran. Oui. Donc ça, c'est la première chose. On a mis en place aussi un programme d'apprentis, ce qui fait qu'on a une vingtaine de jeunes pour justement les aider à dépasser ce plafond de verre, qui ont déjà eu une expérience professionnelle. Et ben, on essaie de les positionner sur nos productions, sur nos séries françaises, à des postes clés qui sont souvent rarement confiés à des jeunes ou des jeunes femmes. Par exemple, assistant réalisateur, qui a un poste hyper critique dans ce métier. Et ben, on va s'assurer qu'une femme peut opérer sur ce poste-là. Donc voilà le genre de choses que l'on fait extrêmement en amont pour s'assurer effectivement qu'on aura un regard et des histoires différentes qui pourront émerger. Donc c'est le travail, j'ai envie de dire, derrière la caméra en amont, qui ensuite permet de conduire à des belles surprises devant la caméra. Et en effet, Jean-Pascal Zadi est en place, on travaille avec Franck Gastambide, Kerry James, Banlieusards 2, Banlieusards 1 et 2 et Leila Si. Donc on a plein de belles histoires, mais on ne fait pas non plus que ça. C'est-à-dire que nous, encore une fois, il y a une grande diversité d'histoires et de contenus sur Netflix. Vous avez le Tour de France, Nouvelle École, qui est un concours de rap et de hip-hop. Et aussi, on part énormément de ce qu'on appelle dans notre jargon le zeitgeist, c'est-à-dire quels sont les sujets d'intérêt. Quels sont les sujets d'intérêt des gens, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Et ça, la meilleure façon de prendre ce pouls, c'est qu'on a la chance d'avoir 30 millions de followers sur l'ensemble de nos plateformes, donc Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et on est vraiment en conversation avec eux. Et typiquement, en Nouvelle École, quand on voit que c'est le genre musical le plus écouté actuellement en France, forcément, on se dit il y a une place pour mettre vraiment en scène un contenu de flux, de concours de rap, voilà, et qui marche extrêmement bien, puisque les gagnants deviennent numéro 1 en streaming sur Spotify. Voilà. Donc, c'est aussi cette approche d'être extrêmement à l'écoute des sujets d'intérêt et de la France dans sa diversité, dans sa pluralité. Oui, c'est très intéressant. En fait, les sujets d'intérêt sont, je comprends qu'ils sont en fait majoritaires, mais est-ce que vous prenez le pouls aussi des centres d'intérêt qui sont plutôt minoritaires, parce qu'effectivement, on n'arrête pas de se dire que la diversité ethno-raciale, c'est le rap, les banlieusards, etc., etc. Pourquoi on n'irait pas voir la danse classique pour des femmes noires, par exemple? Absolument, et c'est bien ce que je disais au début, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber dans une approche où on va tiquer des cases. Et donc, on essaie en permanence, alors aussi ça dépend des histoires qu'on nous amène, puisque nous on travaille principalement avec des partenaires producteurs et auteurs, et on encourage d'essayer d'aller chercher toujours des histoires différentes, ou d'avoir un angle de traitement qui sera différent, qui sera surprenant, ou qui n'aura pas été encore traité. Donc ça aussi, en effet, on essaie de le faire, mais il faut que ça soit fait de telle façon que c'est authentique. Bien sûr. Parce que si vous placez un truc qui est vraiment, ça fera greffer, et les membres, les gens qui sont abonnés à Netflix ne s'y retrouveront pas. Alors justement, on va parler d'authenticité un peu plus. De nos jours, c'est une question pour vous toutes, pour celles qui veulent s'exprimer. Beaucoup d'auteuristes, racisés ou non, disent qu'écrire des films pour les diasporas en France, c'est un peu difficile, c'est un vrai challenge, parce que du coup, il y en a qui disent que c'est de la discrimination positive, de faire valoir certaines personnes plutôt que d'autres. Et puis il y en a d'autres qui vont dire que le wokisme et l'islamo-gauchisme se sont infiltrés dans les sphères du cinéma aujourd'hui. Donc comment, selon vous, on peut représenter et écrire librement tout en respectant les cultures diasporiques? Vous avez 2 heures. Non, moi, je ne vais pas répondre à la question, mais pour laisser à mes amis le temps de réfléchir à la leur, parce que ça n'est pas mon métier à moi, c'est plutôt le leur. Moi, je voudrais quand même dire juste une chose en écho à l'intervention à l'instant, qui était absolument passionnante, pour dire que, d'une certaine manière, écouter ce qu'attendent les millions de followers, c'est effectivement une démarche qu'on comprend tout à fait de la part de Netflix, mais j'aurais presque envie de dire que moi j'aimerais bien qu'on leur propose des choses qu'ils et elles n'attendent pas. Et je prends un exemple parce que moi aussi, l'image de la culture dominante prétendument dans les quartiers politiques de la ville qui est liée au rap, oui, peut-être, mais ce serait peut-être intéressant également, en tout cas du point de vue d'une politique publique, d'avoir à la fois la générosité et l'ouverture d'esprit de proposer aussi autre chose, sans rien imposer, mais de proposer. Et je voudrais juste faire allusion à une tentative, à une initiative qui est en cours, qui est d'une certaine manière assez décoiffante, mais qui semble marcher.
Je l'explique. Dans une institution aussi vénérable et historique que l'Opéra national de Paris, il y a eu, et c'est tout récent, accompagné par le ministère de la Culture, je le rappelle, une prise de conscience extrêmement vigoureuse des questions liées à, disons, à la diversité, même si le terme n'est pas très heureux, ça a été dit très bien par Sabine tout à l'heure. Pour autant, il y a eu une démarche de la part d'un certain nombre de personnes de l'opéra, des danseurs, des danseuses, mais également des gens de l'administration, des chœurs, de l'orchestre, qui ont indiqué, il y a maintenant à peu près 2 ans, que les questions justement liées à l'origine ethno-raciale n'étaient pas traitées à l'Opéra national de Paris. Elles n'étaient ni traitées pour les rares personnes qui incarnaient cette diversité, rares personnes, au sein des équipes de l'opéra, et elle l'était encore moins traitée, cette question, du point de vue de l'ouverture de l'institution à cette diversité. Et la nouvelle direction de l'Opéra national de Paris a traité la question. Il y a un comité diversité qui se réunit, j'en fais partie, on se réunit 3 ou 4 fois par an, et on traite de l'intérieur à la fois la composition des équipes, le bien-être au travail de celles et ceux qui incarnent cette diversité dans les équipes de l'opéra, et la question également du traitement de la diversité dans les œuvres. Parce qu'il est vrai que le répertoire, à la fois chorégraphique et lyrique, notamment du XIXe siècle, est imprégné, mais vraiment imprégné, de préjugés, disons, racistes. Et donc, c'est intéressant de dire aux contempteurs, à ceux qui nous accusent de wokisme, qu'il ne s'agit pas du tout d'éradiquer ces œuvres et de dire que finalement, on ne va plus jamais représenter tel ou tel opéra, Turandot, Madame Butterfly, d'autres encore, en disant non, non, c'est horrible, on n'a plus le droit de les écouter, de les entendre, de les voir représenter, ce qui serait une aberration absolue, on se priverait vraiment de chefs-d'œuvre. Par contre, la contextualisation et l'explication du contexte dans lequel ces œuvres ont été créées et la déconstruction par la mise en scène, par des explications documentaires de ce qui est montré, semble une démarche beaucoup plus intéressante. Et j'en viens juste, et je termine là, à l'initiative qui a été prise et qui est assez mais très, très surprenante. L'opéra a décidé d'ouvrir davantage ses équipes, à la fois l'école de danse de l'opéra, mais également les interprètes lyriques, à des territoires qui ne sont pas du tout représentés, bien que faisant partie de la France. Et l'opéra est allé en Guyane. Et l'opéra a mené et mène en ce moment une expérience qui est assez formidable. J'ai vu hier les 3 documentaires de 25 minutes chacun qui rendent compte de l'expérience en cours, et c'est bouleversant, mais bouleversant à pleurer. C'est-à-dire qu'on voit comment des étoiles du corps de ballet de l'opéra, des membres, des interprètes lyriques, se rendent plusieurs fois par an sur place en Guyane et expliquent. Il y a quelques lieux de formation à la danse, à l'art lyrique là-bas, et accompagnent, montrent ce qu'ils et elles sont capables de faire et convainquent à la fois les familles et les enfants qu'ils et elles ont leur place aussi dans les équipes à venir artistiques de l'Opéra national de Paris. Ce sont des graines qui sont semées aujourd'hui, mais qui semblent susceptibles de donner enfin à l'opéra et à la manière dont les équipes de l'opéra sont représentées, une vraie résonance avec ce qu'est la réalité de notre société. Ça n'est qu'un exemple, et vous me direz qu'il est partiel, qu'il est parcellaire, mais ça n'est pas indifférent de penser qu'une institution aussi prestigieuse, nationalement, internationalement, que l'Opéra national de Paris, se trouve finalement au cœur d'une dynamique qui est la vôtre, qui est la nôtre, et qui peut également, parce que l'opéra le fait, donner envie et également les moyens à d'autres structures, à d'autres entreprises publiques et privées de jouer ce rôle-là. Oui, non, mais alors tout à fait aligné avec ce qu'Agnès Salle vient de présenter, la contextualisation, je pense que c'est essentiel. Et sur l'autre point, bien évidemment, on n'est pas dans une approche de commande vis-à-vis de nos millions de followers. C'est un stimuli qui nous intéresse pour cette approche d'être en conversation, mais vu le nombre de contenus qu'on produit, et pour certains extrêmement innovants, ça vient avant tout de la tête des talents et des créatifs et des scénaristes fantastiques qui arrivent avec des idées, parfois des sujets qui n'ont jamais été traités. C'est justement ça qui est intéressant.
Mais je rebondis dessus pour savoir comment justement les jeunes auteurs ont accès à vous, parce que quand vous citez des noms, c'est des noms connus. Donc comment les... Enfin, il y a un côté un peu infranchissable dans les festivals. En général, quand on voit Netflix, il n'y a jamais les emails, on ne sait pas qui sont les représentants. Donc non, je me pose la question, est-ce que les écoles que vous accompagnez, ça leur permet ensuite de pouvoir proposer typiquement le programme d'apprentis, c'est souvent en partenariat avec les écoles qui nous proposent des profils. On reçoit, par exemple, en un an, on a reçu 650 projets uniquement pour les séries. Quasiment tous sont lus et il y a des réponses qui sont faites. Donc vous imaginez le volume. Et bien sûr, dedans, il y a des jeunes qu'on accompagne à la fois dans ce programme d'apprentissage et puis via toutes ces écoles et ces partenariats où on détecte en fait des talents de demain. Donc oui, on le fait. Mais après, effectivement, il y a un tel volume que forcément, il y a ce côté un petit peu goulet d'étranglement à un moment, quoi. Ça prouve que la demande est immense, parce que pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux histoires différentes, moi, ça fait 10 ans que j'ai un programme itinérant de court-métrage qui s'appelle Quartier lointain, que je fais circuler entre la France, les États-Unis et différents pays d'Afrique. Et chaque saison, il y a une thématique. Et une saison, c'est la diaspora africaine en France. Une saison, c'est des cinéastes africains. À ce jour, ça fait quoi, une trentaine de courts-métrages accompagnés. Je pense qu'une dizaine seulement de cinéastes sur la trentaine de courts-métrages est passée au long-métrage, mais beaucoup avec succès, des sélections à Cannes. Je pense que j'ai 4 cinéastes qui ont représenté leur pays aux Oscars. Mais c'est vraiment des films qui souvent sont faits avec des bouts de ficelle. Et quand je regarde, vu que cette année on fête les 10 ans, dans le rétroviseur, je me rends compte qu'il y en a plein qui sont laissés sur le carreau, c'est-à-dire qu'on a des projets de long métrage, mais ils ne trouvent pas de producteur. Donc en fait, je me rends compte que les freins, ils sont à plein de levels différents. D'abord, il y a la rencontre avec le producteur, et un producteur qui va comprendre leur environnement, parce qu'il y a ceux qui ont eu du succès avec des films un peu autoproduits, où ils ont eu une certaine marge de liberté, et qui d'un coup se retrouvent avec une pression, des énormes équipes, des enjeux financiers, etc. Après, il y a ceux qui arrivent à... Voilà, le binôme avec le producteur fonctionne, ils arrivent à faire leur film, puis ils se retrouvent bloqués au niveau des sélections en festival, etc., à pas accéder aux grands festivals et à tourner dans d'autres sphères. Et puis après, il va y avoir la sortie salle, avec soit le problème de ne pas avoir de distributeur, soit avoir des distributeurs, mais qui vont avoir une sortie moindre, et aussi avoir ce problème des exploitants. Parce que certes, vous avez un distributeur, le distributeur appelle toutes les personnes qui gèrent les salles de cinéma, et les salles ne vont pas forcément prendre les films. Donc en fait, je me rends compte qu'il y a tellement d'échelons et de barrières que c'est vraiment très compliqué. Et certains vont avoir fait leur premier long métrage, mais le deuxième, ça va être insupportable à faire. Ou alors ils vont réussir grâce au premier à financer le deuxième, mais c'est le troisième qui va patiner. Et je me dis, oui, là, les freins, ils sont assez nombreux. Mais par contre, dans les thématiques des films que j'ai pu représenter, c'est vraiment très, très large. Et ça se dégage justement de tout ce qu'on peut attendre de films produits ou réalisés par des personnes issues de la diaspora. Et notamment, c'est dans la rencontre avec les spectateurs, parce que nous, on fait un travail de fourmi à contacter chaque programmateur, salle, etc. Et les spectateurs nous le disent. On dit, mais si vous n'aviez pas amené ces films, comment on saurait que ce film existe? Comment on saurait que ce cinéaste ou cette cinéaste existe? Alors justement, je pense qu'il manque cette rencontre. Une fois que les films ils sont produits, ils sont prêts à être vus au grand jour par tout le monde, quel rôle les festivals et les récompenses aussi, les prix, ont dans cette visibilisation en fait, des personnes, dans la promotion de l'inclusion ethno-raciale et de ces personnes qui sont autoristes racisées? C'est un accélérateur incroyable. Vous pensez à, je sais pas, Ouda Benyamida, Divine, Caméra d'Or, paf, 1000 visages, ça y est, c'est une association financée qu'elle portait depuis 10 ans et qui galérait pour mener à bien toutes ses activités. Vous pensez à Lajliz, Les Misérables, il suffisait que Thierry Frémaux ne sélectionne pas le film en compétition, qu'il n'ait donc pas le prix du jury et une visibilité mondiale. C'est pas sûr qu'il puisse financer ses écoles dans tous les coins de la planète. Non, c'est vraiment un accélérateur et un booster, parce que comme je dis, je viens du journalisme, de la programmation, etc. Je vois ce truc de quand vous approchez les médias avec des courts-métrages, ça ne les intéresse pas. Quand vous les approchez avec des cinéastes méconnus, ça ne les intéresse pas. Par contre, vous avez une récompense dans un festival, là, toute la presse vous court après, et d'un coup, vous avez une visibilité. Elle parlait d'Alice Diop tout à l'heure, 10 ans de films et pas que des courts-métrages, et elle reçoit un César, elle me dit, tu ne sais pas la violence que c'est d'un coup d'avoir les médias qui me découvrent et qui ont l'impression que j'émerge alors que ça fait 10 ans que je fais des films plutôt pour la télévision, etc. Alors justement, toi, Johanna, je voulais te poser une question aussi, parce que on peut considérer que tu es en début de carrière dans le cinéma, tu as une longue carrière devant toi, je l'espère, en tant que réalisatrice et autrice et productrice. L'ascension n'est pas forcément aisée, on vient de le dire, de plusieurs manières. Il y a très peu de personnes qui vivent de ces métiers en France aujourd'hui, c'est très précarisé aussi, et selon la question de la diversité ethno-raciale, c'est encore pire parfois.
Est-ce que tu peux nous parler des objectifs qu'on peut mettre en place pour que les personnes racisées en France puissent avoir de plus grandes opportunités, notamment après ton séjour à la Berlinale, où vous avez défini ça ensemble? Ouais, bah déjà, moi je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et en plus, si on reprend ce qui a été dit par PFDM tout à l'heure, je subis une double peine. Donc effectivement, c'est compliqué. Ouais. Mais en même temps, je me rends compte qu'en France, il y a des accélérateurs pour la diversité, même s'ils sont effectivement plus pour des personnes qui ont déjà fait des choses. Donc forcément, c'est les mêmes thèmes qui reviennent, comme tu disais, parce que c'est des personnes qui sont déjà reconnues. Ou si c'est des personnes qui sont jeunes. Oui. En fait, je pense que ce qui est difficile, c'est de rester. Et c'est pour ça que c'est pas facile pour moi, parce que je viens de sortir d'école, que j'ai fait mes premiers films et que maintenant, il faut rester. Et effectivement, à la Berlinale, on a travaillé avec l'EFM, le European Film Market, et le collectif. Donc, on était plusieurs administrateurs du collectif, donc Kirdine Grit, Raphaël Grib-Marquis, moi-même, Fanny de Casimir, la déléguée générale, et Laura Pertuis. Et en fait, on a bossé avec différentes organisations européennes et une canadienne pour travailler sur des résolutions, des objectifs qui seraient des objectifs sur 3 ans. Donc jusqu'en 2025, on va participer à la Berlinale et on va porter ces objectifs avec ces organisations. Et l'idée, c'est de faire évoluer dans nos pays respectifs et à l'échelle européenne ces questions d'inclusion. Donc je vais vous les lire et vous pourrez les voir du coup sur la plateforme et vous pourrez voter pour nous dire ce que vous en pensez. Donc voilà, vous pouvez regarder tout de suite. Donc ces objectifs qui visent à plus d'inclusion sont les suivants. L'objectif 1, c'est la création d'un mécanisme de collecte de données sur l'équité à l'échelle européenne. Donc comme on disait, c'est difficile de collecter les données. L'idée, c'est d'aller plus loin. Ensuite, l'objectif 2, c'est la création de flux de financement spécifiques pour les afrodescendants et afrodescendantes, les personnes issues de majorités mondiales, les Roms et d'autres groupes marginalisés. Donc, par exemple, il existe aujourd'hui un financement qui s'appelle le New Down, dont d'ailleurs la productrice française Laurence Lascari fait partie. Et c'est une initiative qui rassemble 9 fonds publics européens. Donc la France n'en fait pas partie. Donc il y a les Pays-Bas, le Canada, l'Irlande, la Suède, la Norvège, la région Wallonne, la région de Flandre, la Finlande et le Luxembourg. Et donc ce fonds d'investissement permet de financer des projets de personnes de minorités, de personnes marginalisées ou de personnes afrodescendantes. Donc la France, ça reste quand même le pays où il y a le plus d'afrodescendants en Europe. Et aujourd'hui, on ne fait pas partie du New Down. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs comme moi qui ne peuvent pas bénéficier de ce financement en plus pour leurs projets. Ensuite, dans les autres objectifs, on a la création de voies d'accès à l'industrie pour les femmes racisées et les créatifs non-binaires. Donc, comme je disais, moi, j'ai fait partie d'un flou artistique, puisque je venais pas de banlieue et j'avais fait des études. Donc, s'il y avait eu d'autres choses pour aider spécifiquement les femmes racisées, j'aurais pu peut-être être aidée et éviter 8 ans d'études, donc l'équivalent de médecine, sauf que je ne gagne pas le salaire d'un médecin. Ensuite, objectif 4, il y a des clauses dans les contrats de type inclusion readers concernant les acteurs, les équipes techniques et les vendeurs. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites devant pour les comédiens. Ce qu'on veut, c'est effectivement que des choses soient faites derrière, parce qu'on se rend compte que ça aide aussi à faire changer les narratives, les histoires, les sélections en festival. Donc l'idée, ce serait de mettre pour les personnes, pour les productions qui reçoivent des fonds publics, des clauses qui demandent plus de diversité. C'est fait pour l'éco-responsabilité aujourd'hui. Maintenant, on a la chance d'avoir des conditionnalités pour les financements sur l'éco-responsabilité. Pourquoi pas on l'a fait aussi avec la parité, pourquoi pas pour plus d'inclusion. Donc c'est des questions à penser ensemble. Et ensuite, l'objectif numéro 5, c'est la création de groupes consultatifs composés d'experts externes et de parties prenantes pour responsabiliser les organisations à l'égard des objectifs d'inclusion et d'accessibilité. Donc aujourd'hui, par exemple, on sait qu'il y a Clémentine Charlemagne, qui est coprésidente du collectif, qui fait partie d'un groupe de travail qui s'appelle AFNORSPEC, qui réfléchit à comment intégrer plus d'inclusion et à inciter les producteurs à faire preuve de plus d'inclusion, comme on le fait pour l'éco-responsabilité. Sauf que dans ce type de groupe, par exemple, il n'y a pas forcément de personnes concernées qui sont concertées. Donc aujourd'hui, l'idée, ce serait de créer et de mettre en avant, c'est ce que fait d'ailleurs le collectif finalement à notre échelle, des groupes constitutifs qui seraient un peu des références
pour vérifier que tout est fait pour que l'inclusion soit respectée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux donner juste une information? Très brièvement. Très brève, Okay, je vous rassure. Okay. Je ne sais pas pourquoi il se méfie. Une information très brève. Vous vous souvenez certainement, on l'a évoqué ce matin d'ailleurs, de l'étude Sinégalité, que l'équipe formidable menée par Maxime Servul et Sarah Lécossais nous avait donnée il y a maintenant pratiquement 3 ans. À la même équipe, nous avons demandé, nous, le ministère de la Culture, la Direction générale de la création artistique et moi-même, de produire une étude dont les résultats vont être rendus publics au printemps prochain, qu'on a appelée « Casting et diversité », qui s'intéresse justement à la manière dont les comédiens, les comédiennes racisés, à la fois dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, mais aussi du spectacle vivant, perçoivent les discriminations dont elles et ils risquent d'être l'objet. Et il y a eu 100 entretiens, donc c'est à la fois une étude quantitative et une étude quali, basée sur 100 entretiens, à la fois avec des comédiennes et des comédiens, des agents et des agentes, des metteurs en scène et des metteuses en scène, des réalisateurs et des réalisatrices, et les premiers, non pas résultats parce que je ne les ai pas, mais les premiers échanges que j'ai eus avec Maxime et Sarah montrent que l'impact de cette étude sera vraisemblablement très fort, et ils veulent, c'est très intéressant, sortir des éléments, disons, à la fois personnels, anecdotiques, entre guillemets, qui ressortent des entretiens, pour essayer de construire, de bâtir une systémie des discriminations liées à l'origine ethno-raciale. Donc je pense qu'on aura quelques éléments intéressants au printemps prochain. Merci beaucoup pour cette remarque, parce que finalement ça me donne une transition parfaite pour Anne-Gabrielle, avec qui je voulais poser la question, justement, tu parlais d'authenticité tout à l'heure. Est-ce que les nouvelles pratiques de direction de casting, est-ce qu'il y a des nouvelles pratiques qu'on pourrait mettre en place pour refléter justement une diversité plus authentique? Est-ce qu'il y a un moyen ou un rôle de la production qui pourrait être joué dans cette diversité ethno-raciale, tout en, encore une fois, respectant les intentions de l'auteur ou de l'autrice? Je crois que ça, c'est vraiment la question à poser aux producteurs voilà, et aux réalisateurs, hein, encore une fois aux partenaires avec qui on travaille, ceux qui ont la liberté de faire les choix. Et le plus important, c'est toujours se raccrocher à cette histoire. C'est de se dire, est-ce que voilà, le tel ou tel rôle collerait avec authenticité avec l'histoire. Ce qui est intéressant néanmoins à souligner, c'est les pratiques de Writers' Room qui viennent des États-Unis, qui est assez intéressant, je trouve, qui est assez différente par rapport à la France, où en général le travail de scénariste est plutôt un travail assez solitaire. Mais aux États-Unis, c'est une écriture collective où, effectivement, par rapport à l'histoire et aux différents rôles qui sont attribués, par rapport au tel ou tel personnage, ils se challengent les uns entre les autres en s'assurant qu'on n'assigne pas toujours le même type de personne au même rôle. Et donc, je trouve que c'est une approche assez intéressante, justement, pour éviter des biais, parce qu'on a tous des biais, compte tenu de là où on vient, autant qu'on est. Et comment, du coup, on corrige ces biais par un dialogue comme ça, constructif, et en ayant dans des writers' rooms, ces salles d'écriture, nous on en a une au 7e étage du bureau, des profils différents. Et cette approche-là, ça me permet de faire une petite transition. On essaie aussi de l'appliquer, nous, dans nos méthodes de recrutement. On appelle ça, pardon pour le franglais, c'est hyper énervant, donc toutes mes excuses, le additive hiring. Donc effectivement, on va chercher des profils différents, parce qu'encore une fois, si vous voulez avoir des histoires très différentes qui reflètent le monde dans sa complexité, ça démarche aussi par les gens que vous recrutez chez Netflix. Et le recrutement, il est divers. C'est-à-dire que là, le thème de la table ronde, c'est ethno-racial, mais je tiens à insister aussi que c'est des personnes en situation de handicap, c'est aussi les différences socio-culturelles. Vous ne voyez pas du tout le monde de la même façon quand toute votre vie, vous avez grandi à Paris, ou si vous venez de la Creuse. De la même façon, entre des extravertis, des introvertis. Donc c'est autant de différences qui sont très importantes, je pense, pour que tout le monde ait sa place dans le regard qu'on peut porter sur le monde. D'accord. Je voulais rebondir sur ça. Du coup, moi, je suis assez curieuse parce que vous le faites au sein de Netflix, mais vous travaillez avec des collaborateurs. Comment vous vous assurez que vos collaborateurs partagent cette inclusion au sein de leurs équipes, les producteurs que vous choisissez, avec qui vous collaborez? Alors, on a toute une charte avant de lancer une production qui s'appelle Respect at Netflix, où effectivement il y a un certain nombre de principes assez cardinaux qui étaient importants pour nous, et avec des différents moyens, temps de passage tout au long de la production pour s'assurer que
c'est respecté. Après, voilà, c'est une collectivité humaine avec voilà, des profils, des personnalités différentes. Donc, parfois, effectivement, il peut y avoir des moments plus difficiles, mais on essaie vraiment de se raccrocher à ça et vraiment d'expliquer ce qui nous semble acceptable ou pas sur un tournage. Donc, il y a tout un certain nombre de guidelines. Et s'il devait y avoir des problèmes, on a des médiateurs qu'on va nommer durant ces productions. On a mis en place aussi, par exemple, pour s'assurer qu'il y ait encore plus de femmes aussi sur les tournages et sur des scènes qui seraient effectivement plus dénudées ou autres, le rôle de coordinateur d'intimité, qui est quelque chose d'assez nouveau, qui vient des États-Unis, mais qui est important pour que, effectivement, les femmes qui sont dans ces situations se sentent tout à fait confortables, qu'on mette le moins de techniciens sur le plateau. Donc, c'est autant d'initiatives. Franchement, c'est un chemin, on est loin d'être parfait, mais on a quand même la sensation que les choses bougent. On va en parler juste après, justement, la coordination d'intimité, ça va être très intéressant. Alors, j'ai une dernière question pour Agnès, parce que vous n'avez pas voulu répondre à ma question d'avant. Est-ce qu'on peut envisager, pour mieux lancer les carrières des personnes, encore une fois, personnes racisées, personnes non blanches, que le CNC, par exemple, selon vous, crée une bourse parité-inclusion, spécifiquement pour la diversité ethno-raciale, aux producteurs de courts-métrages? Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça existe notamment pour le long-métrage. Il y a le fonds Image et Diversité, il y a toutes ces questions-là, mais pour le court-métrage, c'est quand même aussi un point d'entrée assez fréquent pour la majorité des personnes qui veulent faire du cinéma aujourd'hui en tant qu'autrice, réalisatrice et auteur-réalisateur. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce point de départ Écoutez, a priori, tout est possible. Tout est ouvert à partir du moment où le CNC est impliqué, intéressé par ces questions-là. Il faut, me semble-t-il, au-delà des opérateurs de l'État que sont le CNC, d'autres établissements publics, j'en évoquais un tout à l'heure, je pense qu'il nous faut, et elle est là, elle est présente, une volonté, une impulsion politique. Parce que finalement, profondément, tout vient de là, en tout cas du point de vue, je ne me place pas du point de vue de l'entreprise privée, qui a ses propres règles et ses propres principes. En revanche, s'agissant de la puissance publique et des aides relevant de l'État, aussi des collectivités territoriales qui sont quand même impliquées dans ce travail, je pense qu'il y a à la fois nécessité d'une prise de conscience liée à ce qu'on disait tout à l'heure sur la documentation et sur le comptage, sur la mesure, mais également sur les outils susceptibles d'être mis en place. On a quand même été, je crois, en tout cas à ma connaissance, le seul secteur en France, et je crois le seul pays européen, à mettre en place, et c'est tout récent, et ça fonctionne, le conditionnement des aides sur la question de la prévention et de la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. C'est-à-dire que si on ne répond pas aux exigences que l'État, le ministère de la Culture, a posées, on ne reçoit pas d'argent. Et je peux vous dire que ce message-là a été entendu très vite et compris encore plus vite. Et donc, il me semble que nous avons des outils à notre disposition qui nous permettent de changer, de faire basculer en très peu de temps des comportements dont on pensait qu'ils étaient ancrés dans la réalité pour encore des décennies, voire des siècles. Donc, doit-on imaginer un fonds spécifique pour l'aide au court-métrage? Pourquoi pas? Ça fait partie tout à fait des aides possibles. Et je pense que ce qui a été dit tout à l'heure sur le rôle des écoles, et des écoles de cinéma en particulier, ce que fait la FEMIS, ce qui est formidable, ce que fait Courtrajmé, ce que fait la Cinéfabrique également, ce sont autant de portes qu'on ouvre, ou au moins qu'on entrouvre, de façon à permettre, au moins dans un premier niveau, à un premier stade, je sais que les obstacles après se poursuivent, donc il faut avoir une vision sur le long terme, sur la durée d'une carrière, d'un parcours professionnel. Pour autant, cette ouverture des écoles, c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de nouveau, et qui peut justement contribuer à constituer un vivier de talents formés, aptes à présenter, par exemple, des projets à un fonds à venir au CNC. Très bien. Je peux Alors, juste... C'était juste pour dire que je pense que cet enjeu financier, c'est là-dessus qu'on peut le plus vite faire changer les gens. Parce que comme les gens veulent être éligibles et avoir les budgets, du coup, ils s'adaptent beaucoup plus vite. Et sur ces sans enjeux-là, notamment quand tu parlais du court-métrage, je me dis que peut-être une bourse aux auteurs serait encore plus spécifique
parce que du coup, ça permettrait d'intéresser des producteurs. S'ils disent, bah voilà, moi j'ai eu l'argent et je peux tourner mon film, c'est beaucoup plus intéressant que certains producteurs qui ne prendraient pas en compte certains auteurs et qui bénéficieraient de cette bourse, notamment parce que au sein de la commission Image et Diversité, je crois qu'il y a eu des problématiques, des fois de scénarios où on a rayé Paul pour mettre Mohamed et du coup le scénario passe. Donc je pense que c'est un enjeu important. Et au sein du CNC, je pense que aussi le renouvellement des commissions, de faire vraiment attention à qui siège, parce qu'il y a quand même vraiment des références communes aux personnes qui siègent. Et moi, je trouve que c'est inadmissible que certains auteurs qui se présentent à l'oral, par exemple, se disent, dès que j'entre dans la pièce, je sais que ça ne passera pas, parce que je sens qu'ils ne vont pas comprendre mon univers, etc. Ça, je me dis, si c'est une institution publique, c'est quelque chose à rectifier. À bon entendeur, coucou YouTube, si vous nous voyez. On va passer à Spark Up en live. J'ai l'impression que les gens étaient très loquaces et volubiles. Je vais essayer de faire au mieux pour sélectionner alors les plus aimés. Où sont les petits cœurs? Ah oui. La ministre de la Culture va-t-elle s'exprimer pour soutenir Rebecca Chaillon ou Camélia Jordana et que les agissements de l'extrême droite à leur égard soient sanctionnés? Je ne peux évidemment pas me prononcer pour ma ministre. En revanche, les positions qu'elle a prises depuis qu'elle est en fonction sur la liberté d'expression, sur la lutte contre toute forme de discrimination et de racisme, me semblent suffisamment éloquents et forts. Alors maintenant, je pense notamment que sur les cas qui ont été mentionnés, il y a une difficulté évidente qui illustre et qui traduit une évolution sociale, sociétale, qui me semble particulièrement préoccupante. C'est-à-dire que les expressions de racisme, de misogynie aussi, en tout cas de racisme et d'antisémitisme, on parlait ce matin de libération de la parole ou de libération de l'écoute. J'ai l'impression que la libération de la parole et de la pensée, s'agissant du racisme et de l'antisémitisme dans notre société, prend une tournure particulièrement préoccupante. Mais je pense que le ministère de la Culture a toujours été là et continue de l'être absolument avec Rima Abdul-Malak pour faire en sorte justement que cette liberté d'expression, cette liberté de création soit tout le temps mise au premier rang de nos priorités. Je crois que vous allez reprendre le micro. Peut-on espérer financer des films écrits par des personnes issues des classes populaires et des personnes racisées si les commissions CNC sont composées essentiellement de personnes blanches issues des classes moyennes ou bourgeoises? La réponse à la question est non. Donc, il va bien falloir, et c'est ce qui a été excellemment dit à l'instant, se préoccuper, mais je pense vraiment que le CNC a réalisé un effort déjà absolument considérable en très peu de temps en féminisant ces commissions et en faisant en sorte que la totalité des commissions soit composée à parité de femmes et d'hommes, ce qui n'était, il y a encore 5 ans, pas du tout, mais pas du tout le cas. Et donc, depuis 2018, le travail qu'on fait avec le collectif 50-50 a notamment contribué à modifier de façon assez radicale la composition femmes-hommes des commissions. Alors maintenant, l'étape à venir, effectivement, c'est de se soucier. Le CNC est un établissement public autonome. Je ne suis absolument pas là pour lui dicter, loin de là, ce qu'il a à faire. Mais je pense que ça fait complètement partie de la réflexion que le ministère de la Culture porte avec ses opérateurs, notamment le CNC, faire en sorte que les décideurs et les décideuses en matière d'attribution des aides et de prise de décision et de capacité à donner les moyens de création et de diffusion et de production à la plus vaste représentation de la société française, que ces problématiques-là soient traitées dans la composition même des cercles qui sont en capacité d'attribuer des moyens financiers. Et en effet, mais je pense que le mouvement est déjà lancé au CNC sur la composition des commissions. C'est un élément absolument radical. Et je pense en même temps qu'au-delà de la cause qui nous rassemble cet après-midi, celle de la prise en compte de la réalité ethno-raciale de notre société, il y a aussi un enjeu, ça a été très bien dit tout à l'heure,
de diversification et d'enrichissement et d'embellissement aussi des contenus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça. Enfin, bien sûr, il faut le faire parce que c'est une question de justice, vraiment, et de démocratie. Moi, j'en suis absolument convaincue. Mais au-delà, je pense que c'est se priver, on l'a dit pour les femmes, mais c'est vrai également pour les personnes dont l'origine de toute nature est peut-être différente, c'est se priver de talents extraordinaires et d'un renouvellement du processus créatif. Et donc, je pense que c'est de l'intérêt même de la totalité des secteurs culturels et artistiques. D'accord, j'ai une autre question qui se coupe avec une autre, donc je vais essayer de poser les deux en même temps. Une personne dit dans le public « J'ai souvent l'impression qu'on oublie la jeunesse rurale dans les propositions en faveur de plus de diversité. Comment inclure ces jeunes de milieux populaires vivant dans le désert culturel ?» Je ne veux pas accaparer la parole, et pourtant, je veux quand même mentionner une initiative qui est prise par le ministère de la Culture, que la ministre, justement, Rima Abdul-Malak, a présentée voilà, juste une semaine, qui s'appelle « La relève », et qui consiste justement à aller identifier des profils, des parcours, des personnes donc, qui les incarnent, ces profils et ces parcours, qui ne font pas partie, pour parler un peu vite et un peu rapidement, et de façon un peu schématique, qui ne font pas partie du sérail ou des sérails. C'est-à-dire justement identifier 101 personnes, une personne par département, ça inclut les départements ruraux, qui pourra incarner cette relève, ce renouveau dans la capacité à occuper des postes à responsabilité, des postes de direction à la tête des institutions culturelles. Donc ça fait partie de cette réflexion qui consiste à dire finalement, on a tellement vécu, pas seulement dans le cinéma et l'audiovisuel, mais dans l'ensemble des secteurs culturels et artistiques, dans l'entre-soi, avec un tout petit nombre de personnes qui finalement se cooptaient plus ou moins, qu'il est vraiment temps aujourd'hui, ne serait-ce que pour préserver ces secteurs, pour assurer leur renouvellement et pour assurer également l'intérêt des publics qui ont vocation à entrer dans un musée, à aller voir un film ou une série, à assister à un concert ou à une pièce de théâtre, on a absolument intérêt aujourd'hui à faire en sorte que cette représentation de la société, elle soit effective. Et ce programme, La Relève, fait partie des propositions. Et Anne-Gabrielle, juste rapidement, est-ce que vous, c'est un enjeu chez Netflix, la question de la ruralité, parce qu'il y a une implantation très forte aujourd'hui Netflix en France, ça permet aussi à des personnes d'avoir accès à ce genre de contenu cinématographique. Est-ce que c'est un enjeu pour vous de représenter aussi ces marges de milieu populaire? Oui, c'est tout à fait une question qu'on se pose, surtout que ça accompagne, j'ai envie de dire, notre maturité créative entre le moment où on est arrivé sur le marché français et maintenant, je disais, on compte plus de 10 millions d'abonnés et on se rend compte que les gens qui nous suivent, c'est beaucoup plus large. Lorsqu'on est arrivé en France, c'était essentiellement plutôt ce qu'on appelait des jeunes adultes qui étaient très urbains, qui n'avaient pas de problème à se connecter à des modes de visionnage directement sur un ordinateur. Maintenant, on est dans la plupart des foyers français, directement via la télévision. Donc, on essaie de plus en plus de sortir de Paris, déjà dans les histoires qui sont sélectionnées. Donc, on tourne de plus en plus en dehors de Paris, dans des régions différentes. Dans le sud, en Bretagne, en Corse, avec Voleuse et le film de Mélanie Laurent. Donc on a aussi vraiment donc c'est un écosystème local aussi qu'on fait travailler à ce moment-là. Et dans notre approche aussi, lorsque les séries, les films ou les documentaires sont produits, d'aller à la rencontre de ces Français. Donc on est beaucoup plus dans des démarches aussi de promotion et de tournée française pour aller à la rencontre, parce que c'est aussi autant de signaux intéressants à prendre. C'est prendre le pouls, quoi. D'accord. Et pour les courts-métragistes, le dispositif Talent en course est décliné au niveau national. Donc en fait, c'est les festivals qui sont maintenant des référents dans différentes régions. Donc en fait, comme on disait, c'est déjà difficile des banlieues de venir à Paris, à taper à la porte du CNC. On imagine que prendre le train, venir dans la capitale pour aller chercher où est l'institution, ça va être compliqué. Mais ces festivals peuvent être des interlocuteurs privilégiés pour au moins se connecter à la sphère cinématographique locale et trouver des opportunités. Alors, je vais prendre une dernière question du public. Voilà. Je pense que plutôt c'est peut-être Johanna et Claire, vous pourriez nous dire ce que vous en pensez. Vu que les commissions sont blanches, cis, hétéro, riches, à quoi servent les programmes si les commissions sont dominées par le white gaze, le regard blanc? Vous voulez vous exprimer là-dessus? À quoi servent les commissions, oui.
valider des gens entre eux. Non, mais je rigole. Voilà, Je rigole. tout à fait, bonne réponse. Non, mais je pense qu'il y a une sélection qui doit être faite. De toute façon, faire du cinéma, c'est pas simple. Tout le monde se bat pour faire des films et pour être financé. Et il y a des sélections qui doivent être faites. Mais effectivement, pour accéder à ces sélections-là, il y a tout un cheminement qui doit être fait. Déjà, il faut trouver un producteur, en fait. C'est pas si accessible que ça de trouver un producteur. Et je pense que, comme disait Claire tout à l'heure, il y a aussi, on n'a pas tous les mêmes armes pour faire des dossiers, pour faire des demandes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le système, en tout cas, c'est mon avis de jeunes qui rentrent dans cette industrie, mais j'ai fait un stage au CNC et je pense sincèrement que les systèmes de financement, notamment pour les premiers films et les courts-métrages, devraient être revus parce qu'ils sont désuets et que aujourd'hui, c'est quand même hyper compliqué d'aller renouveler les talents du cinéma français sans aller chercher des personnes qui ont forcément les codes des écoles, parce que les écoles aussi, c'est un endroit de sélection et c'est des profils qui ressortent. Quand on parle de ruralité, il y a des gens qui viennent pas forcément de Paris, qui sont dans les écoles, qui sont dans les commissions, qui sont dans le monde du cinéma, mais ces gens-là, ils sont juste pas de classe sociale populaire, c'est tout. Mais la ruralité, elle existe dans le monde du cinéma. C'est encore une fois une question, je pense, surtout de classe et effectivement de race. Et donc du coup, je pense que la vraie question, c'est comment s'adresser à ces publics-là et parler leur langage aussi, et ne pas rester que sur un langage qui est complètement institutionnel. Et je pense que les commissions, ça permet aussi d'être identifié. Parce que quand j'écrivais mon livre et que j'ai approché le CNC pour leur parler de plein de films guérilla qui s'étaient faits à la marge, et donc finalement on s'est retrouvé à utiliser la même terminologie que pour les sans-papiers, fallait qu'ils se légalisent, fallait qu'ils re-rentrent dans le cadre pour obtenir leur numéro de visa pour sortir en salle, etc. Au final, l'interlocuteur que j'ai eu auprès du CNC me disait qu'eux, ils appelaient ça des films sauvages, et que les films sauvages, ils pouvaient me parler que de ceux qui avaient postulé auprès du CNC. Donc ils n'avaient pas idée du nombre de films qui se faisaient en France de manière guérilla si eux-mêmes ne postulaient pas auprès du CNC. Donc je pense que certes, il y a ce côté, même si je postule, ils vont me refuser, mais à force, si on se rend compte que, tiens, on est passé de 18 candidatures à 500 candidatures qui viennent de, je ne sais pas, de la Creuse, comme vous avez cité la Creuse la dernière fois, peut-être qu'on va se dire, tiens, il se passe quelque chose en Creuse, il faut qu'on organise quelque chose, il faut qu'on aille les rencontrer. Voilà, non mais c'est vrai. Donc je pense qu'il faut dépasser ce stade-là. Et moi-même, j'ai intégré un jour une commission de lecture du CNC parce que j'étais venue pitcher pour un scénario avec un auteur et un réalisateur, et que d'un coup, ils ont pris conscience que j'existais, parce qu'on était obligé de mettre notre CV. Ils se sont dit, mais la nana, elle fait le tour du monde des festivals, on ne la connaît pas, elle n'est pas référencée. Donc, en plus de nous donner l'aide, ils ont demandé mon contact pour me demander d'intégrer la commission. Donc, je pense qu'il y a un travail de détection de personnes qui ne sont pas dans le sérail du CNC qui doit être fait. Et peut-être qu'un des moyens de le faire, c'est de continuer de postuler ou de se mettre à postuler pour pouvoir être identifié. Et d'ailleurs, le CNC parfois fait des fonds spécifiques annuels. Ça a été fait pour la comédie musicale, par exemple. Et comme tu dis, ça pourrait être fait s'ils voient qu'il y a beaucoup de gens qui postulent, qui viennent d'une région ou qui ont des thèmes en commun. Ça pourrait être fait aussi. Et pas que être dans la commission image de la diversité. Très beau mot de la fin. Alors, on vous remercie. Ah, oulala. Alors. En fait, la question, c'est... Oula. Merci. Comme le font énormément de scénaristes de la diversité ou des scénaristes racisés ou qui ne sont pas blancs, ils sont obligés de changer leur récit, c'est une question de récit, pour adhérer à une vision bien figée du monde. En fin de compte, on n'a pas vraiment de films de racisés, on a des films de non-racisés qui sont portés par des racisés. Et du coup, comment on peut parier à ce problème ? Moi, en tout cas, pour répondre, merci. Je vous invite tous à regarder à nouveau les objectifs qu'on a fixés avec l'EFM et l'ARTEF, l'Anti-Racist European Task Force, avec la Berlinale. Et dans ces résolutions, il y a justement des fonds spécifiques pour les auteurs. Donc des fonds qui ne seraient pas dictés par ce que racontent les films, mais juste par le fait que le porteur de projet soit racisé. Et moi, je pense que ça peut aider, par exemple. Merci à toutes les quatre pour vos réponses très judicieuses. Vous pouvez les applaudir quand même.